Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue sur Radio Cyclo. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Roche, chargé de la politique cyclable à Grand-Chambéry. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cécile. Donc Grand-Chambéry, c'est une communauté d'agglomération qui compte environ 140 000 habitants, qui est reconnue par sa politique cyclable, puisque en 2019, Chambéry s'est vu décerner le prix de la deuxième ville cyclable et de sa catégorie, donc après La Rochelle, dans le cadre du baromètre des villes cyclables. Emmanuel, tu y es pour quelque chose, puisque tu es chargé de l'aménagement cyclable depuis 2012. Pourrais-tu nous parler un peu de l'historique de Chambéry dans son engagement dans le développement du vélo? Alors, j'espère y avoir un petit peu contribué à ma modeste mesure, effectivement. Après, il faut bien reconnaître que j'ai hérité d'un historique extrêmement riche et que c'est pas pour rien qu'on arrive à cette place. En fait, c'est vraiment grâce à cet historique. En fait, l'agglomération, elle a ceci de particulier que sa politique cyclable, elle a commencé il y a très très longtemps, on va dire, respectivement à d'autres agglomérations équivalentes en France, puisque le premier schéma directeur cyclable, il date de 1977. Donc, c'est plus que de l'archéologie au point de vue des politiques cyclables. Et après, ça s'est poursuivi. Il y a eu les créations des aménagements cyclables, il y a eu l'entretien des aménagements cyclables, et ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, je crois, environ 90 km d'aménagement cyclable, m'as-tu dit. Toi, alors j'ai envie de dire, est-ce que d'abord, il y a eu une évolution finalement dans ces schémas directeurs qui ont été établis? Est-ce que finalement, chaque schéma directeur n'a fait que augmenter le nombre de linéaires aménagés, ou est-ce qu'il y a également une évolution peut-être plus fine dans peut-être la perception des besoins? Oui, il y a une double évolution. Il y a une évolution en termes de linéaire, avec à chaque version des schémas directeurs, on s'aperçoit que une route qu'on aurait pu dire, bon, là, ça va, il n'y a pas un trafic attendu qui est exceptionnel pour les cyclistes, on laisse de côté. Et en fait, le coup suivant, on se dit, ah bah oui, finalement, il commence à y avoir du monde à vélo, il commence à y avoir de la demande de plus en plus, donc on va s'y mettre. Et le deuxième phénomène qu'on observe, c'est une demande de montée en gamme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10, 20, 30 ans, à un endroit, on a fait des bandes cyclables. Et puis, on se rend compte qu'avec le trafic qu'il y a et puis le besoin de sentiment de sécurité des cyclistes, les bandes cyclables, elles ne passent plus. Donc, on rajoute de nouveaux linéaires et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de linéaires qui sont plus haut niveau qu'on va devoir reprendre pour les passer en site propre. Peut-être aussi également parce qu'aujourd'hui, on ne s'adresse pas seulement à des cyclistes aguerris et je dirais qui ont l'habitude vraiment de faire du vélo. On a l'ambition finalement de développer le vélo et donc de s'adresser à des cyclistes qui ont un peu moins l'habitude. Exactement. On a de plus en plus d'enfants et de seniors qui se mettent au vélo et même des personnes, j'ai envie de dire, entre ces deux âges qui veulent se mettre au vélo mais qu'on n'a jamais fait. Ils s'achètent un VAE, tiens, je vais me mettre au vélo, mais voilà, comme ils n'ont pas l'habitude du vélo, ils ont vraiment besoin de se sentir en sécurité et le sentiment de sécurité, il est maximum sur des pistes cyclables. Donc, on a un certain nombre d'aménagements qui sont historiques mais qui ne correspondent plus aux usages actuels. Donc, c'est vrai qu'on va vers une augmentation, un élèvement de la qualité des aménagements. Alors, le schéma directeur de 2018 prévoit quelle quantité d'aménagement et à partir de quel budget? Alors, à la grosse maille, donc on a à peu près 90 km, 95 km d'aménagement. On prévoit d'en rajouter 60 sur ce schéma directeur. Le chiffrage, c'est un peu au doigt mouillé, mais il y en a pour en gros 15 à 20 millions d'euros. Donc, on rapporte ça au budget annuel et puis on voit combien d'années ça nous donne. Mais j'ai envie de dire, si je me réfère au schéma de 1977, il est fini le schéma de 1977. Et pour autant, la politique cyclable n'est pas terminée. Donc, je pense que dans 10, 15, 20 ans, on aura terminé peut-être le schéma de 2018,
Pour autant, on aura de nouveaux aménagements à créer où on aura des mises à niveau, on aura des passages inférieurs à créer, je ne sais pas, mais voilà, on n'aura jamais fini. Il suffit de se référer aux pays nordiques qui ont 30 ou 40 ans d'avance. On pourrait se dire, quand on en sera au niveau d'Amsterdam ou de Copenhague, on sera bien. Et puis non, quand on regarde Amsterdam et Copenhague, ils continuent à avancer et ils ont des budgets sur le vélo qui sont largement supérieurs aux nôtres. Et du coup, quand tu dis on aura toujours effectivement besoin de créer d'autres aménagements, on peut dire également que le réseau, entre parenthèses, routier évolue également, risque également, là je dis risque également de se développer. Par contre, il y a au niveau juridique, il y a des obligations de créer des pistes cyclables dans certains sites ou pas? Oui, c'est une obligation qui est nationale, hein, l'obligation liée à la loi LOR, où dès qu'on refait une route, dès qu'on rénove une route, on doit créer des aménagements cyclables. Après, dans la pratique, c'est pas toujours facile, donc c'est un équilibre qui est vraiment pas évident. Alors, ce budget de 15-20 millions d'euros est en partie réparti aussi avec des financements du département, j'imagine, la DSIL. Est-ce que vous avez également réussi à bénéficier du programme Continuité cyclable? Non, pas encore. On n'avait pas de. Le programme, il est plutôt axé sur des gros aménagements, des grosses discontinuités. Et dans notre programmation sur les 2-3 dernières années, on n'avait pas ce genre de projet. Donc là, maintenant, on en a une ou deux bonnes grosses à quelques centaines, voire 1 million d'euros. Donc là, oui, on va candidater. D'accord. Et alors, toi qui as été dans le passé consultant, avant de rejoindre donc l'AGLO, est-ce que c'est compliqué de concrétiser, de mettre en musique un projet d'aménagement? Oui, en fait, en tant que cycliste ou en tant que consultant, on ne se rend pas compte. J'ai envie de dire, c'est presque du yaka faucon. Ça a l'air tellement facile. Et en fait, quand on passe de l'autre côté du miroir, quand on voit le nombre de procédures qu'il faut mettre en œuvre, la procédure au titre de l'environnement, des procédures de marché public, de concertation, euh, les délais réglementaires, la concertation nécessaire, parce que là, on parle d'espace public. L'espace public, il appartient ni aux cyclistes, ni aux automobilistes, il appartient à tout le monde. Et quand on fait un projet d'espace public, il faut prendre en compte tout le monde, les bus, les conducteurs de voitures, les cyclistes, les piétons, les personnes à mobilité réduite, les commerçants, les riverains. Et en fait, cet aménagement d'espace public, c'est au final jamais parfait pour personne, c'est un consensus. Et en fait, le cheminement en direction de ce consensus, il est plus ou moins évident suivant les projets. Donc, quand on empile tout ça, effectivement, on se rend compte que c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut imaginer. Et je comprends la frustration des habitants qui disent mais ça va pas assez vite. Oui, c'est pas qu'on se tourne les pouces derrière notre bureau, c'est que ça prend du temps humain de mettre au point, de faire aboutir ces projets. Alors, toi qui es à Chambéry depuis déjà pas mal d'années, et toi qui es un cycliste, ton territoire, tu penses qu'il sera idéalement conçu pour les cyclistes en quelle année? Je pense que ça ne sera jamais idéal. Encore une fois, j'ai eu la chance de faire quelques tours de roue dans des villes ou des pays très, très en avance sur nous. Enfin, ça a l'air d'être de la science-fiction, hein. Quand on voit les autoroutes à vélo à Copenhague, voilà, c'est de la science-fiction. Et pour autant, eux-mêmes ne se reposent pas sur leur couronne, sur leur laurier, et donc ils continuent. Donc, on est déjà pas mal. J'ai envie de dire que je serais quand même satisfait le jour où on aura bouclé la traversée du centre-ville, qui est encore un peu pas au top, mais voilà, d'ici 2-3 ans, quand on pourra aller du nord au sud de Chambéry intégralement site propre, là, je me dirais, ouais, on a quand même fait quelque chose de bien. D'accord, bon, ça avance bien. Je voudrais également qu'on parle un petit peu de la vélostation qui est assez reconnue également. Donc, l'agence de mobilité, c'est une SPL, donc Société publique locale, avec quasiment 700 vélos en VLD et le choix de ne pas avoir intégré de VLS. Tu peux nous en parler un petit peu de cette vélostation et de son activité?
Oui, quand je parlais un peu de l'historique de la politique cyclable, c'est vrai qu'on a été très en avance sur les aménagements, mais ce qui a été remarquable aussi, c'est qu'à partir du début des années 2000, cette politique d'aménagement s'est accompagnée de deux autres piliers qui étaient les services et la sensibilisation communication. Et en fait, sur ces deux autres piliers, on s'est appuyé sur une structure donc, qui s'appelle l'Agence Écomobilité, qui était au début une association et qui s'est transformée en société publique locale. Et donc, cette structure, elle a pour mission d'exploiter la vélostation. Donc, la vélostation, c'est effectivement un parc de vélos en location longue durée. C'est la consigne de 500 places en gare de Chambéry. C'est 250 places de consigne délocalisées en pied de massif. Voilà, c'est un certain nombre de services. Et c'est aussi toute la politique d'animation, donc animation des plans de déplacement d'entreprise, animation dans les écoles, hein, les plans de mobilité scolaire également. Donc, c'est tout un ensemble d'actions. C'est un peu le bras armé au plus proche des habitants de l'agglomération. Et donc, c'est vraiment une force de frappe vraiment très, très forte. Et c'est en même temps une source d'idées. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des ordres descendants qui arrivent de l'agglo qui vont à l'agence. Les personnes de l'agence nous font aussi remonter des suggestions, des idées, et on avance main dans la main. Donc, c'est vraiment extrêmement riche. Et alors, vous avez choisi le VLD plutôt que le VLS. Alors, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire que la vélostation, elle a commencé en 2001, je crois, ou 2002. Et alors, ça a commencé, c'était un test. À l'époque, service vélo, personne ne connaissait. Et donc, il y avait 40 places de consigne et 40 vélos. Donc, c'était, voilà, petit. Et puis, tout de suite, les 40 places de consigne, elles étaient pleines. Et puis, les 40 vélos étaient loués. Ben, on en a racheté. Quand on a pu étendre la consigne, on l'a fait. Donc, dans un contexte de gare, l'espace est rare et cher. Donc, ça a été compliqué. Donc, de monter progressivement à 40, 80, 120, 200. Et puis, donc, en 2018, on a la nouvelle vélostation avec ces 500 places qui, j'espère, ne seront pas saturées trop rapidement. Et pareil, l'allocation, on était exclusivement sur les vélos musculaires au départ, avec un parc voilà, de 40 vélos qui après a monté. Donc, on est à peu près 500 vélos classiques. Et puis, on a accompagné aussi l'essor du vélo à assistance électrique. Et en fait, ça répondait bien à la demande. Et en parallèle, on a vu l'émergence effectivement du vélo en libre service, en particulier le classique avec station, hein, type Vélib, Vélov. On s'est beaucoup posé la question de savoir si on y allait. Et c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt des systèmes qui étaient calibrés pour de grandes agglomérations, qui sont quasiment toutes couvertes. Mais on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, on a des agglomérations de plus en plus petites qui se positionnent avec des systèmes adaptés en termes de matériel et d'exploitation. Donc, on suit ça de très près. On voit qu'il y a des agglos voilà, type Épinal, c'est pas plus gros que Chambéry, qui sont sur du VLS, du VAE en libre service. Donc, ça nous interroge. Ça nous interroge sur je n'ai pas envie de dire un choix historique, mais voilà, cet état de fait historique, peut-être qu'un jour on basculera. D'accord. Alors, par rapport à ton activité sur le vélo, tu travailles également, enfin en tout cas tu as une action avec Vélo et Territoire, puisque tu as participé à définir les standards SIG des aménagements cyclables. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi avoir estimé ce besoin de définir, d'apporter une définition sur également la terminologie? En fait, on se rendait compte que tout ce qui est SIG, information géographique, ça commençait à vraiment prendre de l'ampleur et que dans le domaine du vélo, c'était vraiment les parents pauvres. Et il y a 4 ou 5 ans, quand on s'amusait à essayer le calculateur d'itinéraire Google sur Chambéry, mais c'était affreux. Soit vous passiez sur la grosse nationale avec 15 000 véhicules jour, soit vous envoyez dans des sentiers de montagne. Mais vraiment, des sentiers de montagne où je ne passerais pas en VTT, quoi. Et en fait, on avait aussi le constat que moi, j'avais bricolé mon petit SIG dans mon coin. Les collègues aix-les-Bains, ils en avaient un autre. Les gens de la Savoie, ils en avaient un autre. Ceux de Lyon, ils en avaient un autre. Donc, personne ne se parlait. Et donc, on n'avait même pas de données à fournir parce qu'on n'avait pas de données en commun. En fait, on n'avait pas de langage commun pour décrire les aménagements.
Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a une montée en puissance de l'information partagée type OpenStreetMap, où on voit qu'il y a vraiment une volonté de mettre en commun cette information, de la diffuser, de la partager et de pouvoir la valoriser avec des calculateurs d'itinéraires. Sauf que nous, collectivités qui fabriquons, entre guillemets, les aménagements cyclables, on est quand même les mieux placés pour fabriquer les données qui vont avec, mais on n'avait pas le langage, entre guillemets, pour le faire. Et donc, ça faisait longtemps que je militais pour qu'on ait un standard de données des aménagements cyclables. Donc, Vélo Territoire, à mon grand plaisir, s'en est emparé et a monté un groupe de travail avec l'État, donc qui a permis de définir un standard de données. Donc, maintenant, quand on va produire des jeux de données, eh ben, ils seront en open data et ils pourront être repris par n'importe qui, par Google, par GeoVélo, pour améliorer l'information géographique. Et on va aller vers une information géographique de qualité et d'exploitation de qualité. Et vous aurez une définition homogène alors également. Alors, voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour. Il y a dans le schéma de données un petit dictionnaire, entre guillemets, des aménagements cyclables avec quelques photos, des exemples et des contre-exemples pour essayer que tout le monde se l'approprie au mieux. Mais il y aura toujours des cas litigieux, en particulier au niveau de la signalisation, où des fois, ça a la couleur d'une voie verte, le goût d'une voie verte, etc. Sauf que ce n'est pas une voie verte parce qu'il n'y a pas le panneau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met l'aménagement tel que les usagers le ressentent ou tel que réglementairement, il est créé par un arrêté du maire de la ville. C'est encore des questions, voilà, pas tranchées. Mais on va dire, voilà, dans les grandes masses, ça avance bien. Très bien. Alors, passons maintenant à ta passion. Tu vas nous parler de tes vacances, puisque tu es un vrai cycliste. Tu y emmènes ta famille et vous faites des kilomètres en vélo. Et l'année dernière, ou il y a quelques années, je ne sais plus, tu as longé la Drave, donc cette rivière d'Europe centrale. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, effectivement, c'est encore du vélo, pour en dire certains, effectivement. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien et c'est une forme de vacances effectivement, qui me passionne, on peut le dire. Je me sens vraiment plus que vivant quand on est en voyage vélo. Je ne sais pas pourquoi, c'est un sentiment de liberté, waouh. Voilà. Et effectivement, tous les ans, on part en famille. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas moi qui trimballe tout le monde qui fait la tronche derrière. Hein, tout le monde adore pédaler, même les enfants. Donc là, le plus grand, il a 16 ans, donc ça va, il pédale bien. Le petit, il en a 10, mais voilà, depuis qu'ils sont tout petits, on fait des vacances tous les ans. Donc au début, ils étaient dans la carriole, dans un hamac, et puis après, il y avait la troisième roue. Après, ils étaient sur un petit vélo accroché au follow me, et puis après, ils étaient autonomes, quoi. Et c'est vraiment voilà, des vacances qui leur plaît. Alors après, faut savoir adapter le rythme. Hein. Je ne vais pas faire autant de kilomètres que si j'étais tout seul, mais voilà, on se limite à 2, 3, 4 heures de vélo maximum par jour pour avoir le temps de faire autre chose. On sait que tous les 2, 3, 4 jours maximum, on va s'arrêter, on va faire un jour sans vélo. Voilà, c'est entre guillemets le jour de repos, même si on ne se repose pas tout le temps, parce que des fois on fait des randonnées. Voilà, c'est un modus vivendi à 5, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est tous les ans on part. Donc en France ou à l'étranger, effectivement, il y a 3 ans, on a découvert la Drave. Donc, ce n'est pas connu en France du tout. C'est une rivière qui prend sa source dans le nord de l'Italie, dans les Dolomites, et qui part plein est. Et donc, quand on part plein est, on arrête tout d'abord en Autriche. Et après, on bascule en Slovénie, on passe à Maribor. Et après, on passe en Croatie. Et après, on est entre la Croatie et la Hongrie. Et donc, il y a 3 ans, on est parti de la source de la source de la Drave. On est même parti d'un peu plus loin pour faire une connexion avec un autre voyage qu'on avait fait le long de l'Adige. Et on a été jusqu'en Hongrie. Donc, c'est à peu près 900 km en 3 semaines. Donc, depuis la source jusqu'à tout le long de la Drave, vraiment. Vous n'avez pas fait de… On n'a pas été jusqu'au bout. En fait, la Drave, elle se jette dans le Danube. Mais en fait, les 200 derniers kilomètres, c'est la plaine pannonienne. Voilà, vous faites 200 km, il y a des champs de patates à droite, des champs de patates à gauche. Donc voilà, ça m'aurait plu de faire de la source jusqu'à l'embouchure dans le Danube, vraiment d'avoir la Drave intégrale. Mais bon, je ne voulais pas infliger ça aux enfants. Donc on s'arrêtait un peu avant à la confluence avec une autre rivière
Un autre itinéraire qui me plairait bien, c'est l'Amour. C'est un programme l'Amour, MUR. L'Amour, ah oui, ben c'est en Sibérie. Ah ben là, c'est l'amour autrichien, oui, c'est pas le c'est l'amour sibérien. autrichien, d'accord, parce que je pensais que tu voulais aller jusque. C'est l'amour, c'est le fleuve qui sépare la Sibérie de la Chine, en fait. Oui, le fleuve Amour. Donc, je pensais que c'était de celui-ci que tu parlais. C'est un peu plus près. Donc, il y en a un autre d'amour. Oui, d'accord. MUR, oui. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, j'espère que ça va bien se passer. Programme ton séjour et puis à ce moment-là, tu nous envoies quelques images et on On fera n'a un pas encore programmé le voyage 2022. Là, on réfléchit, peut-être Europe de l'Est, peut-être plus loin. C'est aussi le plaisir du voyage, on se projette plusieurs mois à l'avance en imaginant un itinéraire, en essayant de chercher les points d'intérêt. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Est-ce qu'il y a des itinéraires jalonnés? Et après, il y a le voyage. Et puis après, il y a faire les albums photos. On revit le voyage. Donc, en fait, ça tient quasiment toute l'année, quoi, d'un voyage sur l'autre. Très bien. Eh bien, écoute, merci Emmanuel de nous avoir parlé à la fois de ton action dans le territoire du Grand Chambéry et puis aussi de ta passion plus personnelle du vélo en tant que tel. Et à très bientôt, en fait, pour une prochaine interview, une prochaine petite émission. Merci beaucoup à toi. Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.